Ça tourne sur les trois. Ça marche? Est-ce que là, ça enregistre aussi, je crois déjà, hein? Ça Très va? mocassin à pompon cette année. Hein. Ah oui, hein? Pas mal. C'est vrai que vous êtes bien, vous. Moi, c'est Dommage, italien. on voit pas nos pieds. Moi, c'est italien. Évidemment, à thème. And now, on with the show. Tout de suite, Biopic. avec Michel Faux, comédien et metteur en scène, on parle de cinéma et de son film fétiche. Le Casanova de Fellini. Bravo. Bravo. Le cinéma, c'était mieux avant? Ah oui, c'était mieux avant, oui, bien sûr. C'était mieux quand le cinéma n'était pas une industrie, il était un art avant tout, en fait. C'est après que c'est devenu une industrie. Bonjour Michel Faux. Ça, c'est de l'intro. Je m'attendais un peu à la réponse, très honnêtement. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, vous êtes comédien, acteur. D'ailleurs, je vous entends souvent mélanger les deux termes, que ce soit pour le théâtre ou le cinéma. Pour vous, ça n'a pas d'importance? Vous dites Ah ouais. comédien et acteur pour les deux. Ouais, moi, je fais pas de différence. Vous avez été l'égérie de Olivier Py, vous avez joué aux côtés d'Amanda Lear récemment, John Crawford et Bette Davis, aux côtés de Catherine Fro dans Lorsque l'enfant paraît, et de Régis Laspalès encore plus récemment dans la pièce Pour un homme seul. Metteur en scène de théâtre et d'opéra, vous avez dirigé Michel Bouquet, qui a été votre professeur avant, c'était dans Tartuffe, si je dis pas de bêtises, Léa Drucker, Gaspard Ulliel, Julie Depardieu, Audrey Tautou, et vous venez de mettre en scène votre vision du vaisseau fantôme de Richard Wagner. Richard Wagner, dont vous dites qu'il serait, selon vous, un grand réalisateur de séries aujourd'hui. En tout cas, un grand scénariste, oui, parce que ses opéras sont épiques et il a notamment écrit Le Ring, qui est une histoire en quatre opéras de 3 heures chacun. Et c'est vraiment comme une série, quoi. Et puis il y a quelque chose d'épique, de lyrique, qui correspond vraiment, qui rappelle étrangement les séries que les jeunes regardent. Ouais. Et au cinéma, on vous a vu comme poète dans Cyrano de Rapneau. Voilà, j'avais 2 phrases. Bah quand même, vous y étiez, c'est les débuts. J'avais 19 ans. Bah oui, mais quand même, c'était quoi comme expérience ça? La première? C'était formidable, mais Rapneau a beaucoup coupé, en fait. J'avais un tout petit rôle. Ouais. Ouais, bah, pour un film énorme. On vous a vu dans Le Créateur de Dupontel, Harry, un ami qui vous veut du bien. Vous étiez aux côtés de Marguerite, de Catherine Fro dans Marguerite. Vous avez d'ailleurs été nommé César du meilleur second rôle. Dans Nos années folles de Téchiné, Mon crime de François Ozon plus récemment. Quand vous regardez un petit peu derrière, tout ce que vous avez fait, et là, on a fait un petit mélange rapide, vous avez fait tellement d'autres choses, mais est-ce que vous êtes fier de votre carrière? Est-ce qu'on appelle déjà ça une carrière à un moment donné? À quel moment ça devient une œuvre? Là où je suis flatté, c'est que j'ai pas fait ce que j'avais prévu, et en même temps, finalement, j'ai fait ce que je voulais. Donc, mais j'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, en fait. J'étais assez surpris par les rencontres, par les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont donné envie de continuer. Donc, je suis toujours surpris, c'est un peu prétentieux, mais je me surprends régulièrement. Donc ça, c'est formidable. Vous surprenez à bien choisir parce que vous êtes ce que vous voulez pas faire, vous y allez pas. Oui, parce que comme maintenant je mets en scène les pièces dans lesquelles je joue, donc je choisis mes partenaires, je choisis les opéras que je veux mettre en scène, et puis les films, je les fais que si c'est bien. Alors comme c'est pas souvent bien, je fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, c'est bien. Là, je viens de tourner dans le film de Stéphane de Moustier qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, qui est un très beau film. Donc voilà. Donc je choisis, oui, en effet. Et vous avez choisi de participer à Biopic. Merci beaucoup de participer à ce podcast et à vous, spectateurs, auditeurs, dépendamment de la plateforme de laquelle vous nous suivez, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, ou si vous voulez nous voir, YouTube. Le concept de Biopic, je le rappelle rapidement, je reçois un invité avec lequel on parle de 7e art, de son rapport au 7e art et d'un de ses films de chevet, un film marquant qui a peut-être influencé sa vie, sa carrière. C'est ce qu'on va en tout cas tenter de voir aujourd'hui. Alors en bon clown tragique, j'ai envie de dire, vous avez choisi un film de Fellini, Le Casanova de Fellini, 1976, avec Donald Sutherland. On verra pourquoi aussi. Quand on parle d'un film de Fellini, ça paraît difficile de ne pas pouvoir parler plus largement de son œuvre. Et en regardant un petit peu sa filmo, les thèmes traités, la détestation du goût du jour, le baroque, la tragédie, le néoréalisme, le constat d'un monde en chute, c'est un peu vous tout ça, non? J'aimerais bien être comme Fellini. Mais oui, moi j'ai découvert le cinéma italien très très jeune, en fait. C'était la fin des années 70 et le cinéma italien était florissant. Et donc j'allais voir Dino Risi, Marco Ferreri, Ettore Scola.
et Fellini. Et je comprenais pas tout, hein, j'étais très 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 jeune, mais ça me fascinait, quoi. L'extravagance, la dérision et l'audace aussi. Et vos films préférés alors de Fellini, parce que il me semble qu'il y en a beaucoup qui vous ressemblent un peu, enfin 8 et demi sur un metteur en scène en panne d'inspiration. La Strada avec cette marginalité, le Satyricon qui défend un peu les excès, Magnifique. Les Clowns qui est aussi un film. On se demande un peu pourquoi avoir choisi de toute sa filmo le Casanova parmi tous ces films. Bah, le Casanova, c'est un film que je re-regarde régulièrement. C'est une référence. Moi, ce qui me plaît dans Casanova, c'est que c'est un film d'époque. Et il n'a pas fait de reconstitution historique, comme à la même période, on a le Barry Lyndon de Mhm. Kubrick, qui est magnifique. Juste avant ou juste après. Oui, Hein. mais qui flirte avec la reconstitution historique, même s'il y a toujours le style sublime de Kubrick. Parce que Kubrick est une grande référence. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'il réinvente un XVIIIe siècle de fantasmes. Il n'essaie pas de moderniser l'histoire, il réinvente un style, quoi. Et moi, ça a vraiment été un repère. Et quand je fais des mises en scène au théâtre ou à l'opéra, j'essaie toujours de faire ça, de partir de l'époque, mais de la réinventer, de la rêver. J'aime pas la modernisation, mais j'aime pas non plus l'académisme. Donc, et je trouve que c'est un exemple esthétiquement. Et il y a plein de choses. Le fait d'avoir choisi Donald Sutherland, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vittorio Gassman, ou même il y avait Marlon Brando, le nom de Marlon Brando, Alain Delon, Mastroianni, enfin, tous les noms des grandes stars de l'époque avaient défilé. Et il va choisir Donald Sutherland. Il lui met des prothèses, il dessine Fellini lui-même les perruques, c'est magnifique. Il réinvente une mode 18e. Il y a ça. Il y a aussi le fait que chaque scène est un événement, en fait. Mais ça, il y a ça aussi chez Kubrick, hein. Mhm. Chez les grands cinéastes. Chaque scène est ou chez Peter Greenaway aussi. Triomphe visuel. Oui, c'est un tableau. Chaque scène est un tableau. Et de tous les films là que j'ai cités tout à l'heure, tout vous parle chez Fellini? 8 et demi, j'ai dit Les Clowns, La Strada. Oui, Satyricon beaucoup, parce que pareil, il a rêvé une époque en faisant une distribution aussi incroyable, en allant chercher des acteurs insensés. Mais j'aime beaucoup Ginger et Fred aussi. L'un des derniers. Avant de parler de Casanova, que vous avez choisi, parlons un peu juste de cinéma et de votre rapport avec le 7e art. Alors, on est à Paris, et je vous ai demandé dans quel cinéma vous voudriez qu'on tourne, et vous avez choisi Le Champeau. Oui. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas Internet, donc j'étais obligé d'aller à Beaubourg pour lire des livres. Et j'allais au Champeau parce qu'il passait des chefs-d'œuvre, il passait que des chefs-d'œuvre tout le temps. Donc à chaque fois que j'allais au cinéma, je voyais un chef-d'œuvre. Mais le cinéma était à l'époque beaucoup moins joli, il était plus vétuste. Cinéma d'art et d'essai dans le 5e arrondissement, ouvert en 1938 et devenu monument historique après avoir failli disparaître. Lieu culte pour le public et les professionnels. Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch ou encore Truffaut qui disait vouloir y passer des journées entières. De quel moment particulier vous vous souvenez dans ce cinéma? Vous vous rappelez de projections marquantes? Mais ce qui était formidable, c'est qu'il y avait des styles très différents. C'est ça qui était formidable. Je me souviens d'avoir vu des films d'après Tennessee Williams et Sidney Lumet, je crois. Mais j'ai vu aussi des films de Godard insensés. Donc c'est ça qui était formidable. Et ça a vraiment forgé mon goût, c'est la diversité, en fait. Bah, merci au Champeau en tout cas pour son accueil. Et est-ce que vous êtes un cinéphile alors, Michel Faux? Comment est-ce que vous consommez le cinéma, si je peux me permettre de dire ça comme ça? Et depuis combien de temps? Moi, j'aime beaucoup le cinéma, et mes références, d'ailleurs, souvent au théâtre ou à l'opéra, sont cinématographiques, en fait. Donc, j'aime beaucoup le cinéma, et le cinéma continue. Les metteurs en scène de cinéma certains continuent à me surprendre, plus que les metteurs en scène de théâtre ou de cinéma ou d'opéra, parce que j'ai plus pratiqué J'ai essayé de réaliser un film il y a pas longtemps, mais j'y suis pas arrivé, et parce que c'était trop cher, ça coûtait trop cher. Quel projet? On peut en parler ou... C'était un film musical, mais on n'en parlera pas. Et On en mais c'est reparlera un projet très lourd. Non, je pense que je le ferai pas. Mais alors là, mais c'est vraiment un fantasme, une fois, de me frotter à... Vous savez, c'est le fantasme de Visconti qui avait tout réussi, opéra, théâtre et cinéma. Et vraiment, j'aimerais une fois me frotter à la réalisation. Je pense que je n'ai pas la patience qu'il faut. Je suis totalement impatient. Donc
Je pense que c'est très, très lourd, c'est encore plus lourd que l'opéra, quoi. Au-delà des histoires de budget ou quand même le budget reste toujours, central dans l'idée de réaliser un film, selon vous? Ça reste central parce que moi j'ai pas on m'a dit: «Commence par un film plus modeste», j'ai pas envie de faire un film dans une cuisine avec un couple qui s'engueule donc justement le Casanova de Fellini, il avait un budget colossal. Est-ce que, la France, peut se permettre ces folies-là qu'on voit aux États-Unis? Je pense au Baron de Munchausen aussi, bon pour le coup c'est Terry Gilliam, mais quand on voit ce qu'on fait en France par rapport aux États-Unis, en Italie ou en Angleterre, est-ce que vous pensez que si vous étiez dans un de ces autres pays, vous seriez, plus dans la possibilité de faire des films à la hauteur de vos ambitions? Je me rends pas compte très bien compte, mais je pense par exemple à un réalisateur comme Albert Dupontel qui fait un cinéma très, très ambitieux et très inspiré de Terry Gilliam Voilà, on en parlait. Mais donc dans je les pense que décors disons, hein, ouais, quand on pense à au donc Baron Mün. je pense que c'est possible, oui, bien sûr. Le théâtre, lui, vous permet plus de liberté? Non, c'est que je trouve des gens assez fous pour, produire mes spectacles et à Mmh. l'opéra aussi, voilà donc je trouve des gens qui me font encore confiance. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Et la meilleure expérience dans une salle de cinéma, quand vous regardez un film, c'est quoi les meilleures conditions pour vous? C'est vous êtes assis où? Vous allez dans quel cinéma aujourd'hui? Ce qui est difficile au cinéma aujourd'hui, c'est que les gens téléphonent, les gens parlent, les gens bouffent, les gens sortent, les gens rentrent. Il y a quelque chose de sacré qui a été perdu Mmh. et donc j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Donc j'essaie d'aller dans des séances où il y a pas beaucoup de monde le matin, mais le matin, il y a pas mal de vieux qui savent pas se servir de leur téléphone aussi. Le téléphone, ça a été quand même c'est le diable qui a inventé le portable, je pense. Mais idéalement, vous êtes assis où là dans une salle? Vous vous mettez en retrait? Vous êtes, Au milieu. au milieu, Ouais. centré? Sans popcorn, j'ai cru comprendre. Non, non. Alors en parlant de folie tout à l'heure, de décadence, de grandiose, ben, passons au film dont on va parler, c'est le Casanova de Fellini, film de 1976, je l'ai dit. On va se remettre un tout petit peu dans le contexte de cette époque. Les années 70 marquent la fin des Trente Glorieuses, recrudescence de la guerre froide, le Watergate pousse Nixon à démissionner, on a une explosion des jeux vidéo, la mode subit aussi de gros changements avec la mode unisexe, le facile à porter. En France, Giscard d'Estaing préside et en Italie, c'est Giovanni Leone, qui est un centriste du Parti démocrate chrétien. En Italie, c'est une période de progrès sociaux, économiques, mais on est encore dans les années de plomb, hein, qui durent depuis les années 60, avec des tensions politiques et du coup des violences de rue, une lutte armée et des actes terroristes. En 1976 aussi, Mao Tse-tung, André Malraux et Man Ray meurent. En Italie, côté cinéma, il y a Visconti, mais aussi Fritz Lang et Jean Gabin qui disparaissent cette même année. 1976, c'est l'année où sortent L'aile ou la cuisse, Taxi Driver, Barocco de Téchiné, Monsieur Klein, Rocky, Un éléphant ça trompe énormément. Donc il y a eu pas mal. Et en Italie, Salo ou les 120, Journée de Sodome de Pasolini, Flic en jeans de Corbucci et le Casanova. C'était une année hallucinante en fait Magnifique. dans le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma de Joseph Losey qui est toujours un petit peu raté, mais j'aime beaucoup ça et Monsieur Klein, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre et ça a traversé le temps, les couleurs du film et tout, la distribution est magnifique, c'est très beau, oui. J'aime moins Le Salaud parce que je trouve que ça a aucun rapport avec c'est une très mauvaise adaptation du livre du Marquis de Sade. Et du coup, 1976, bon, moi, j'étais pas de ce monde. Mmh. Vous, où était Michel Faux? Comment il allait, Michel Faux, Bah, à cette je époque-là? déprimais, Quel âge? dans ma ville d'Agen. Oh, je sais pas, j'étais ado, je sais pas quel âge j'avais, je sais pas quel âge j'avais. Je suis dans 64. Ok, vous vous rappelez à peu près de cette année-là? Vous aviez, ouais, 12 ans. Vous vous rappelez à peu près de cette année-là, quand je vous parle de tous ces films, ça vous dit quelque chose? Et est-ce que du coup, le Oui. Casanova, vous l'avez vu à sa Je l'ai sortie? pas vu à la sortie, non. Mhm. Non, je l'ai vu un petit peu après. Mais c'était une période pour vous, et en termes d'actualité personnelle, Moi, je me souviens que j'étais déjà très, très, à 12 ans, très solitaire, ouais. et à cette époque-là, du coup, ben, Fellini reçoit une commande pour adapter les mémoires de Giacomo Casanova, cet aventurier, espion, séducteur, l'homme aux, je sais plus, 122 femmes, je crois, selon ce qu'on dit, l'histoire de ma vie, ce livre. Mais il repousse sans cesse le projet, Fellini, jugeant le personnage antipathique. Il n'aime pas Casanova, et c'est qu'après le succès d'Armacor en 73 qu'il accepte de s'y atteler pour des raisons contractuelles, des obligations contractuelles. Et du coup, il va choisir de trahir délibérément le mythe de Casanova? Comment est-ce que vous déjà définiriez, présenteriez ce film?
Oh, le résumé du film, je sais pas si c'est ça qui est très intéressant dans le film, Mhm. en effet. Et en même temps, il aime pas ce personnage, mais en fait, il le représente de façon tellement radicale que Casanova reste fascinant. Peut-être même plus fascinant qu'il ne l'était en réalité, je pense. Il va même le prendre en compassion un peu à la fin. Oui, oui, La fin n'est absolument. pas ce qu'on imagine Absolument, ouais. par rapport à tout ce début. Fellini déteste le personnage de Casanova. Est-ce que Donald Sutherland aime, lui, le Oui, personnage de Casanova? parce que à ce moment, quand j'ai pris lui, je dois l'aimer. Je dois Accepter. Oui, je dois accepter. Je dois l'aimer. J'ai beaucoup de sympathie, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Le film présente en gros la vie de Casanova exilé de Venise. C'est un film en 2 temps. Le premier, italo-français, tourne en dérision le personnage avec plein de scènes dont on va parler un petit peu. Puis la deuxième, beaucoup plus sombre, de la France à l'Allemagne, avec cette décrépitude du personnage et puis une décadence d'un héros un peu vieillissant. Est-ce que vous vous rappelez du coup de la première fois que vous voyez ce film et de vos ressentis? Bah, c'était un film qui était sulfureux. En plus, j'étais quand même très très jeune, donc. Mais comme j'avais vu les autres films de Fellini, je voulais vraiment voir celui-là. Mais je me souviens qu'on m'avait dit, il faut pas regarder ce film. Et j'ai été fasciné, évidemment, j'ai été fasciné. À quel âge vous l'avez vu? Vous étiez déjà J'avais 15 ans, je pense. dans l'univers théâtral? Pas encore. Vous saviez pas encore ce que vous vouliez Ah faire? si, je voulais faire du théâtre. Ouais, je faisais du théâtre amateur, je faisais du théâtre au lycée, tout ça. Mais j'ai pas commencé par ce film-là, je sais plus par quel film j'ai commencé de Fellini, mais je voulais le voir absolument. Et je l'ai vu et j'ai été fasciné, mais il y a esthétiquement et sur le jeu des acteurs aussi et sur ses costumes, cette mode qu'il a Oui. réinventée. Et par exemple, toutes les scènes, il y a beaucoup de scènes charnelles, on va dire, Mhm. et toutes ces scènes sont chorégraphiées et habillées. Ça, je trouve ça magnifique parce que les scènes de cul au cinéma, c'est toujours très gênant ou alors on voit très bien que c'est fake. Donc du coup, ça marche jamais, je trouve. Et je sais que quand j'ai monté un opéra Woyzeck de Berg, il y avait une scène de viol et je me suis inspiré de ça, c'est-à-dire qu'il restait habillé et tout était chorégraphié. Donc on suggérait plus qu'on ne montrait. Et on voit Casanova presque comme dans ses langes, encore Absolument. comme un Ça, enfant. ça, Il n'y a je pas trouve- ces scènes montrées de nu, en fait. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Et je dirais aussi d'aller chercher Daniel-Émile Forque dans un rôle décadent, d'aller chercher Marie Marquet pour faire la mère de Casanova. Marie Marquet, c'était une très grande tragédienne de la Comédie Française et qui était allée boire du champagne avec les Allemands pendant l'occupation. Elle avait créé le Souhait de Satin de Claudel pendant l'occupation à la Comédie Française. Et son fils avait été déporté, mais du coup, elle traînait ça comme une réputation néfaste et Fellini va la chercher. Elle est à la fin de sa vie. Il va la chercher pour faire la mère de Casanova. C'est incroyable. Et ça, c'est la chance de Fellini du cinéma italien que de pouvoir filmer dans la langue, enfin en tout cas de post-synchroniser le son avec la voix, Donald Sutherland en l'occurrence, ou il avait même pensé à Paul Newman pour d'autres films, mais c'était aussi pour lui, choisir Donald Sutherland, un moyen de ne pas prendre son double, Mastroianni ou que sais-je, pour pouvoir garder une distance avec ce personnage qu'il n'aime pas. Oui, en tout cas, c'est très audacieux. Ce choix est très, très audacieux. Et il est formidable, Donald Sutherland, parce que par moments, il est séduisant, par moments, il est grotesque, par moments, il est même repoussant. Et c'est pas vraiment un playboy. Il s'est fait raser le crâne, on voit ce crâne luisant, il s'est fait raser le crâne pour correspondre au croquis. Et il disait aussi que la seule manière de satisfaire Fellini sur la performance, c'était de venir en courant de son hôtel au studio épuisé pour pouvoir jouer pleinement le personnage. Oui, pour être défait. Parti, Massimo, effetti, vai, movimento. Vai con la cosa, vai. Vai, Menicuccio. Et vous parliez des décors et des costumes. Fellini a dit que son chef déco et opérateur sont sa main gauche et sa main droite. Ça, c'est quelque chose que vous, évidemment, au théâtre, vous prenez pour compte aussi, les décors et les costumes. Moi, je trouve ça très Prime. important. Je trouve que la forme est aussi importante que le fond. Il faut qu'il y ait les deux, évidemment. Mais évidemment, et puis je veux que le spectateur voyage. Donc, s'il sort de chez lui, surtout aujourd'hui, maintenant, il peut rester chez lui devant son ordinateur ou sa télé. S'il sort, s'il fait l'effort d'aller au théâtre ou d'aller au cinéma ou d'aller à l'opéra,
c'est pour voir des choses extraordinaires qu'il ne peut pas voir à la télé. Donc, j'attache beaucoup d'importance au merveilleux, à l'artifice. Point commun avec Fellini, là, parce que les décors, il les veut volontairement faux. C'est-à-dire que la mer, par exemple, et ça montre la décadence du monde aussi, parce que il parle de cette mer qui est censée représenter l'infini, les grands espoirs, et il a voulu volontairement des bâches en plastique dans le film qui donne toute sa poésie à la chose, mais évidemment, ça c'est très théâtral et ça vous parle. Et ça a été après pompé par énormément de metteurs en scène. Mhm. Ces fameuses bâches, ces fameuses toiles. Mais en effet, il avoue l'artifice du cinéma. C'est dans Évoque le navire où carrément on voit les caméras, etc. Et ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Et moi, justement, le film que je voulais réaliser, évidemment, les 3/4 du film étaient en studio. Je trouve l'idée du studio formidable. J'ai beaucoup les films d'Alain Resnais qui étaient toujours en studio, en décor très, très, très artificiel. Et c'est du cinéma. Mais c'est un autre cinéma. Il y a différents styles de cinéma. Mais souvent, en France, on fait l'erreur de dire « mais ça, c'est un jeu plutôt cinéma », c'est absurde. Sidney Lumet disait « il n'y a pas de différence dans le jeu théâtre-cinéma, il y a des différences de style, en fait. » Parce qu'il y a des gens qui ont un jeu intériorisé au théâtre et des gens qui ont un jeu extravagant au cinéma. Je pense que ça dépend sur quel style d'œuvre on doit traiter. Et les scènes, alors, si on les reprend un petit peu, est-ce que vous avez des scènes marquantes dans ce film? On pense à cette scène d'ouverture incroyable avec 800 figurants, la Grande Mona avec cette Vénus qui sort sous les œufs. Enfin, la Grande Mona qui est plutôt... c'est un mot cru pour nommer le sexe féminin, la Grande Mona. C'est en fait la vulve suprême. Cette scène d'introduction, il y a la scène de la nonne avec le Kama Sutra et l'œil dans l'œil du poisson. Magnifique. Et il y a la musique de Nino Rota aussi, toujours. qui est quand même... J'écoutais différentes musiques qu'il a faites, et pas que pour Fellini, c'est quand même des chefs-d'œuvre. Il a fait des opéras, lui, d'ailleurs, je crois. Oui, absolument. Absolument. Et Fellini lui disait, je voudrais une musique triste, mais qui soit gaie. Et c'est vraiment ça qu'il fait, Nino Rota. Et le symbole de la jouissance qui est représenté par cet oiseau mécanique aussi, oui. c'est très, très, très beau aussi. Ouais, c'est très beau. Oui, et bon, il y a toutes les scènes la scène des orgues est magnifique. La scène dans le théâtre, les chandeliers, avec les lustres qui a été pompé après par plein de réalisateurs. Donc en fait, au fond, Fellini, il s'en fout un peu de Casanova. C'était presque un prétexte, on a l'impression, de pouvoir s'amuser à réaliser tous ces visuels que d'avoir fait c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau esthétique, c'est-à-dire de réinventer le XVIIIe siècle, de donner son interprétation du XVIIIe siècle, comme il avait fait sur le Satyricon, où c'était presque de la tragédie barbare, quoi. Mais c'est aussi parler du désir charnel comme une perdition, comme une obsession, en fait. Et il y a ça aussi, Justement, vous avez dit vous-même, si on est sincère avec soi-même, on a des goûts contradictoires. Pour vous, sur ce film, quel compte Fellini a voulu régler, en fait? Avec qui? Avec Casanova? Avec les femmes? Avec lui-même? Toujours un peu avec lui-même, mais... le réalisateur règle un peu ses comptes avec l'homme à femme, le séducteur type à l'italienne, mais en fait, Fellini n'est pas le plus grand des féministes avérés. Donc, comment vous voyez-vous cette contradiction, cette détestation pour un personnage qui finalement... De toute façon, Fellini, comme tous les génies, il a des secrets, donc on ne saura jamais. Mais je pense qu'il vénère la femme. Après, elle le dérange, elle le trouble, elle le remet en question. Je pense qu'il la vénère parce qu'il a donné des rôles à des actrices... magnifique, comme une actrice française, Magali Noël, dans Amarcord. D'aller chercher Magali Noël, c'est formidable. Donc, je pense qu'il est fasciné par la femme, mais elle le dérange, évidemment, parce qu'elle a des mystères qu'il n'éclaircira jamais. Mais la femme, la maîtresse, la mère, c'est toujours pour lui une peur même, en fait. Je ne pense pas qu'il soit misogyne du tout. Donc, je pense qu'il est troublé, il est dérangé par la femme. Il témoigne de ça, bien sûr, oui. Quand il y a la scène où il fait l'amour avec une vieille dame, je trouve ça très très beau, très troublant. Et cette femme est dans un état pas possible parce qu'elle fait l'amour avec Casanova. Et puis il y a la scène de la poupée, qui est une scène quand même très 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 belle. La seule personne la marionnette, avec qui vit une grande histoire, c'est une marionnette. Il est incapable de donner de l'amour, en fait. D'où ces scènes qui sont pas si érotisées. Ah non, c'est un amour, mais c'est un amour très charnel et très éphémère, en fait. Il parle de ça, oui. Est-ce que vous savez combien de fois vous avez vu ce film? Je sais pas, parce que en plus j'ai le DVD, donc je le vois même chez moi, en fait. Il vous a inspiré pour certaines pièces, certains travaux que vous avez faits? Vous pouvez en parler, partager j'en ai parlé sur Wojciech, les scènes charnelles, mais aussi quand j'ai abordé Mozart, quand j'ai mis en scène un opéra de Mozart,
Évidemment, j'ai pensé à Casanova. Mais c'est comme ce qu'avait fait Losé dans Don Giovanni, le film opéra, qui est un film à moitié raté. Mais Losé a inventé une mode 18e, des perruques 18e qui ne sont pas du tout réalistes. Et ça, c'est très, très, très beau. Et ça, j'aime beaucoup quand il y a une réinterprétation, une rêverie autour d'un style. Je vous l'ai demandé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, vous êtes vous-même une créature félinienne, excessive, cérébrale, mélancolique, carnavalesque à la fois. C'est gros. Je ne l'ai pas dit. Ces films de Fellini vous tendent un peu un miroir. On dirait à la fois qu'il est complètement opposé à ce que vous êtes, ce que vous représentez, et en même temps, vous vous plongez complètement dans son univers comme si... Enfin, le Ah non, côté moi, homme à femme, j'ose dire peut-être que vous n'êtes pas forcément un homme à femme, mais il y a je aussi suis ce fasciné côté par les actrices. Je suis fasciné par les actrices et j'adore mettre en scène les actrices. Ouais. Et j'adore les créatures, quoi, en fait. Il me surprend toujours, Fellini. C'est ça que j'aime, moi, chez les metteurs en scène, ou les acteurs, c'est d'être surpris, d'être dérangé dans mes convictions, même. Mais ça, c'est pas toujours, c'est de plus en plus rare. Il a dit aussi un truc qui doit, je pense, vous parler, le mot réalisme ne veut rien dire. Il a raison. Que dans certaines mesures, tout est réaliste, il n'y a Bien pas de sûr. frontière entre l'imaginaire et le réel. Et même le cinéma, moi, j'aime pas le naturalisme, mais le cinéma hyper réaliste, comme je pense à un film de Piala De que j'aime Piala, beaucoup, ouais. qui s'appelle Loulou, avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, qui est un film hyper réaliste, ça devient terrifiant, ça devient tragique. Donc, en fait, ça devient une tragédie, en fait. Et un cauchemar. Donc, en fait, ça rejoint ça, le réalisme. Qu'est-ce que c'est, le réalisme? Et vous qui aimez Feydeau, le burlesque, comme la tragédie, qui est votre Wagner, votre Racine au cinéma? Fellini. J'aime beaucoup Wes Anderson. J'aime beaucoup Kubrick, parce que Stanley Kubrick, il travaillait sur le style, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait un polar, après il faisait un film d'époque, après il faisait un film psychologique, après il faisait un film burlesque, après il faisait un film d'horreur. Ça, c'est formidable. Et en même temps, il y avait toujours sa personnalité et même son esthétique, même ses éclairages, sa façon d'éclairer les films qui après a été évidemment qui a inspiré énormément de réalisateurs. Mais on retrouvait sa patte et en même temps, il travaillait sur le style, même des films de guerre magnifiques. Et ça, je trouvais ça, pour moi, c'est vraiment un modèle. Et d'ailleurs, quoi, c'est Barry Lyndon, votre film favori de Non, Kubrick ou c'est pas Barry Lyndon, c'est Shining. Shining? Shining, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer la tragédie. C'est-à-dire comme Jack Nicholson et Shelley Duvall. C'est-à-dire ça fait peur, c'est terrifiant, et en même temps on a envie par moments de rire parce que c'est trop, parce qu'ils sont possédés. La tragédie, c'est pas de la sensiblerie, c'est pas du sentimentalisme. La tragédie, c'est des gens qui sont possédés, qui sont dépassés par ce qui leur arrive. Quand on me parle du jeu cinéma, je dis le jeu cinéma, c'est Jack Nicholson. C'est énorme. Jack Nicholson, il a dit ça a changé ma vie, cette rencontre avec Kubrick, parce que Kubrick lui avait dit quand tu joues, ça fait vrai, mais c'est pas intéressant. Et il dit, ça a changé ma façon de jouer. Et puis, ce qui était beau avec Kubrick, c'est qu'à un moment donné, il y avait son décorateur qui dit, mais c'est pas possible que la porte soit là, puisque le plan d'avant, elle était derrière. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je veux que la porte soit là. C'est-à-dire que le plan du décor de Shining n'est pas du tout réaliste. Et il y a aussi ce côté un peu fellinien, où Fellini disait j'ai rien à raconter, mais je sais comment le raconter. Dans la forme. Dans la forme. Bien sûr. Est-ce que comme... D'ailleurs, on avait proposé à Fellini de faire des mises en scène d'opéra, et il avait dit, l'opéra c'est sublime, et l'opéra n'a pas besoin de moi. Et la télévision, dans tout ça, Fellini détestait la télévision, même s'il y a participé. 8,5, c'est 8 films et un demi-film qui comporte ses sketchs, en fait, de télévision. Mais il a fait un film à sketch aussi, c'est Bocacce 70, un truc comme ça. Ah oui. Et même, Il en a fait 2 films. Intervista est un film de télévision qui est magnifique. Mais il détestait la télévision parce que souvent les films sortaient avant à la télévision. C'est-à-dire que les producteurs de chaînes de télé les montraient un jour avant la sortie, ce qui empêchait les gens de venir le voir au cinéma, et en noir et blanc. Vous, le théâtre à la télévision, par exemple, moi je me rappelle de ma grand-mère qui avait toutes les cassettes du théâtre. Vous en pensez quoi, vous, de ces captations théâtrales au cinéma ou... Ça remplacera jamais le live, enfin le concert ou le théâtre, parce que le théâtre c'est de la chair qui regarde de la chair en vrai, mais en même temps c'est bien d'avoir des traces, parce que moi j'ai pu voir
J'ai pu voir des prestations de Maria Cazares, de Michel Serrault que je n'aurais jamais vu s'il n'y avait pas eu de captation. Donc, je ne suis pas anti-captation. Et puis, moi, je sais que quand j'étais petit, il y avait 3 chaînes et c'était d'ailleurs très ambitieux. Les programmes, c'était formidable. Je me souviens, il y avait la Comédie Française qui jouait Corneille. Il y avait, dans la même semaine, hein, il y avait Au Théâtre ce soir, c'était plutôt des comédies de boulevard. Et puis, il y avait aussi, même, je me souviens, une fois, à 20h30, il y avait Les Bonnes de Jean Genet avec Maria Cazares. Donc c'était incroyable, quoi. C'était vraiment le service public qui mettait en valeur, qui essayait d'élever les âmes vers l'art, quoi. Pour conclure, cher Michel Faux, sur le Casanova, à la fin du film, Fellini se prend en compassion, on l'a dit, pour le personnage, vieilli. Le film recevra un Oscar, celui justement des meilleurs costumes, ce qui n'est pas très étonnant pour celui qui d'ailleurs gérait à la fois les costumes et les décors en même temps. Mais il y a cette fin donc très dramatique, la lagune gelée, il marche sur la glace, entrevoit la tête enfouie de Vénus, prisonnière. Et il voit sa mère dans le carrosse. Il voit sa mère dans le carrosse. Avec le pape. Et le pape qui se moque un peu de lui, d'ailleurs. Donc fin assez triste, c'est pas très, très jojo tout ça. C'est quoi? C'est la représentation du monde, d'une civilisation en chute? Moi, je pense que le XVIIIe siècle, ça a été le début de la merde, en fait. Oui, oui. Je pense vraiment, enfin, en tout cas en France. Mais le siècle des Lumières, on a voulu tout éclairer. On voit le résultat que ça donne maintenant. On aurait mieux fait de laisser un peu de clair-obscur, quoi, en fait. Mais j'ai vraiment une passion, moi, pour les auteurs du XVIIe siècle, plus que pour les auteurs de théâtre du XVIIIe, quoi, en fait. Alors, à part, évidemment, en musique, à part Mozart, mais en théâtre, je trouve, je suis beaucoup plus XVIIe que XVIIIe. Mais là aussi où je rejoins modestement Fellini, c'est sa fascination pour la catholicité ou pour le décorum catholique. Et moi, je supporte de moins en moins les religions. On est encore là, on est encore en train de se battre pour les religions. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout évolué comme dans la nuit des temps. Et je n'en peux plus de ces religions, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que j'ai une fascination pour l'esthétique et le décorum catholique, qui est une folie, quoi, qui essaie de représenter en plus la croyance. Et c'est dans Fellini Roman où il y a le défilé insensé des costumes ecclésiastiques de Fellini, je crois. Ça, c'est magnifique. Ça, je m'en étais inspiré quand j'avais monté Tosca de Puccini, parce qu'il y a une scène il y a une messe. Et la folie, la richesse, l'opulence de la religion catholique de cette époque. Fascination aussi pour les monstres sacrés. Est-ce qu'il y a aussi cette impression avec le temps que Fellini est un peu oublié par rapport à d'autres? On a l'impression qu'il est un peu au purgatoire en 2025, à côté d'un Bergman qui, lui, est immortel. Non, je pense que ça existera toujours. Alors après, ils ont plus ou moins de place dans le paysage, mais ils sont plus ou moins censurés. Mais il y aura toujours des monstres et des choses dérangeantes et extravagantes, heureusement, j'espère. Mais non, et puis je trouve que Bergman, même si j'aime beaucoup Bergman, mais il donnait l'image d'une femme quand même très très hystérique. Quand même, je trouve pas ça toujours très flatteur pour la femme. Donc je vois pas en quoi il serait plus une référence que Fellini. Mais Sorrentino, c'est un très bon exemple parce qu'en effet, il fait avec cet héritage-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il faut s'arrêter? C'est-à-dire que Fellini a une fin de carrière, comme souvent, ou un peu en descente. Je sais que vous avez mis en scène Michel Bouquet à la fin de sa vie, et que des gens vous ont peut-être déconseillé de le faire. Comment vous voyez-vous cette chose-là? Est-ce qu'il faut s'arrêter avant que ce soit trop tard? Oh non, moi je n'ai aucune règle et aucune... Non, on fait comme on peut, chacun fait comme... Et je savais très bien que Michel Bouquet, quand il allait s'arrêter, il allait mourir, je le savais très très bien. Et j'allais pas dire à Michel Bouquet, t'as 90 ans, il voulait jouer, tu n'as pas le droit de jouer, qu'est-ce que c'est cette... Non, il n'y a pas de... Moi je suis un punk, donc je n'ai aucune règle, et donc les règles qui sont instaurées dans cette société sont instaurées par des petits bourgeois, et donc qu'est-ce que ça veut dire Et en plus, je trouve que Évoque le navire est un très très beau film, et c'est un film de la fin de Fellini. Donc, et je trouve ça très très beau, moi. J'avais mis en scène une tragédie de Racine avec Geneviève Page, qui avait 85 ans, et elle jouait en face d'Agathe Bonitzer, qui avait 20 ans et qui n'avait jamais fait de théâtre. Donc on avait un monstre sacré qui faisait partie de l'histoire du théâtre, qui avait bossé avec Villard, avec Buñuel. Et en face, on avait une jeune fille très intelligente, avec une forte personnalité, mais qui était novice. Et la rencontre des deux, c'était bouleversant, quoi. Donc j'aime beaucoup
J'aime beaucoup les acteurs très très jeunes et même inexpérimentés. Et j'aime beaucoup aussi les monstres sacrés qui ont un métier incroyable. Et vraiment, moi, je trouve ça très très beau. C'est comme quand Fellini va chercher Marie Marquet, quoi. Et quand Fellini dit il me semble avoir l'impression d'avoir toujours fait le même film, ça aussi, c'est quelque chose pour vous qui... Ça, c'est ma hantise. J'ai tellement peur. Je vois tellement des metteurs en scène qui font toujours les mêmes spectacles que... Du coup, j'essaie d'aller vers des œuvres différentes, c'est-à-dire que je monte la tragédie, mais je monte aussi des comédies de boulevard. Je travaille avec des scénographes différents en fonction des pièces. Je change très régulièrement de costumier ou de scénographe, parce que j'ai peur de me répéter. Parce qu'évidemment, j'ai mes obsessions, j'ai ma névrose, j'ai mes délires, j'ai mon imaginaire, qui déjà est pesant. Donc, j'essaie de partir toujours de l'œuvre pour essayer de ne pas me répéter. Je sais bien que Mozart a écrit toujours la même musique, mais... Vous avez l'impression que vous progressez à chaque fois ? Non, je vais vous dire un truc encore plus prétentieux. Je me surprends à chaque fois. Je me dis, ouh là là. En plus, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Ça, je peux pas le dire. Mais je dis, c'est bizarre ce que t'as sorti là, Michel. Encore là, dernièrement sur l'opéra de Wagner, Le Vaisseau fantôme à Toulouse, j'ai été surpris. Je travaillais avec Christian Lacroix et Antoine Fontaine et j'ai été surpris du résultat. Et la critique ? Vous la recevez, vous la lisez, Non, je ne le lis plus. Mais sincèrement. Parce que je trouve que... C'est des étapes, ça, dans une carrière ? Oui, c'est au des début, étapes. En fait, on se la prend. j'ai eu 2 fois le prix de la critique, comme acteur et comme metteur en scène d'opéra. Alors, je croyais que tous les critiques étaient mes amis. Donc, je les embrassais, je les connaissais tous. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Donc, non, mais c'est... Puis, ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'avant, je pense. Pour terminer ce podcast, quelques questions, quelques impromptus, questions plus larges de nouveau sur vos goûts de cinéma. Votre adaptation de pièces de théâtre au cinéma préférée ? C'est compliqué. Moi, je voudrais parler d'un film de Claude Autant-Lara, Occupe-toi d'Amélie. Occupe-toi d'Amélie, d'après une pièce de Feydeau. Et c'est magnifique, parce qu'avec Daniel Darieux et Jean de Sailly. C'est magnifique parce que ça commence, on voit un acteur qui arrive en retard pour jouer une pièce de Feydeau. Donc, en fait, il y a vraiment la distance. Il entre en scène donc, dans un salon, un décor de salon. Et donc, on oublie au bout d'un moment qu'il est en train de jouer une pièce. Et donc, on est pris dans l'histoire. Et à un moment donné, il y a une scène de repas, je crois. Et il y a des rideaux dans la salle à manger. Et les rideaux s'ouvrent et on voit la salle du théâtre. Il y a toute une mise en abîme à la Pirandello sur le théâtre au cinéma. C'est-à-dire qu'il avoue qu'il est au théâtre, en même temps on l'oublie, en même temps ça revient. Et il y a un jeu très théâtral. Et d'ailleurs, c'est une référence, ce film. Je sais que c'est Alain Resnais qui en parlait. Et en plus, c'est Claude Autant-Lara qui était un réalisateur déconsidéré à une époque. C'est vraiment une mise en abîme du théâtre au cinéma. C'est ce que j'avais voulu faire dans le film que je n'ai pas réalisé. Vous qui aimez les auteurs, une adaptation de livre réussie ? Je dirais Shining parce que l'auteur n'était pas content. Mais je pense, et c'est bien, Stephen King, c'est bien, hein, mais c'est pas Marcel Proust et c'est pas Céline et dans l'écriture. Et surtout, le film de Kubrick est mieux que le roman. Et il a réinterprété le roman. Par exemple, la scène de la fin, de choisir de la faire sous la neige plutôt que dans les flammes, comme c'est dans le livre. Je trouve que c'est une idée magnifique. Beaucoup plus de monstres aussi dans le livre. D'ailleurs, qui sont plus mis en valeur dans la seconde version, dans le film qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, avec Evan McGregor, qui joue le petit enfant. Oui, mais qui est moins bien que le film de Kubrick. Mais qui a plu plus à... D'ailleurs, les autres adaptations de Stephen King, elles sont efficaces, mais elles ne sont pas des références esthétiques, quoi. Donc, vous aimez d'ailleurs le cinéma d'horreur ? C'est un style qui vous plaît ? J'aime beaucoup ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Par exemple, il y a quelque chose qui vous parle. Je sais que je connais pas. Bo is Afraid récemment ou Hereditary. Non, j'ai beaucoup aimé le film qui s'appelle De Substance, c'est ça ? Ouais, De Substance. J'ai trouvé ça formidable, tout en studio. En plus, on m'a dit en France. C'est une réalisatrice française, féministe et tout, mais en même temps, je trouve que ça donne une image de l'homme est terrifiant, mais la femme n'est pas tellement reluisante non plus. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et puis très bien filmé. Oui, j'aime bien parce que ça rejoint la tragédie, l'horreur. Un film qui vous tire les larmes. Je dirais L'importance c'est d'aimer de Zulawski. J'aime beaucoup le cinéma de Zulawski parce qu'il était très théâtral en fait. J'adore Possession, je trouve ça formidable, c'est un film d'horreur Possession. L'image, la lumière dans Possession, les couleurs et tout, c'est magnifique ça. La prestation d'Isabelle Adjani est incroyable, même si elle l'a renié après. Et dans L'importance c'est d'aimer, je trouve que Romy Schneider n'a jamais été aussi bien que dans ce film. Et elle joue avec son image. Et puis c'est un film qui parle du théâtre puisque c'est l'histoire de Klaus Kinski, qui était un acteur monstrueux, magnifique, redoutable, effroyable, peu fréquentable, mais
quel acteur qui fait un metteur en scène qui essaie de monter et de jouer Richard III. Jacques Dutronc est formidable. Et puis, il y a une pléiade d'acteurs de théâtre parce que Zulawski aimait beaucoup le théâtre. Donc, il y a Claude Dauphin, notamment, Roger Blin. Enfin, et puis, ça parle du métier et c'est pas du tout manichéen, c'est pas du tout moralisateur, c'est très ambigu, il nous mène en bateau. Non, j'aime beaucoup Zulawski. Le film qui vous fait toujours rire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on allait voir à la sortie, on attendait le nouveau film de Louis de Funès. C'était vraiment j'ai tout vu des choses de 70 à 80. Mais je dirais, moi, un film qui s'appelle Deux parties de Black Edwards avec Peter Sellers. Peter Sellers. Ça, c'est magnifique. Et le film est dément. C'est tout en studio aussi. Le film le plus fou. Il y a un film qui m'avait fasciné, c'était un film de Terry Gilliam. Mhm. Tous ces films me fascinent, mais c'était Las Vegas Parano, où il y a Johnny Depp, qui est un acteur très, très audacieux, et un très, très grand acteur qui s'appelle Benicio del Toro. Il a filmé, en fait, le cauchemar il met en scène le cauchemar, ce qui se passe dans l'esprit d'un drogué. Terry Gilliam, c'est un des grands d'aujourd'hui. Ah oui, moi je Il trouve. fait des films, Et puis c'est des films baroques, surprenants, dérangeants, et puis avec de l'humour aussi, mais terrible. Non, film très, très surprenant. Le film qui vous plaît plus en termes de décor et de costumes? Je dis le Dracula de Coppola. D'ailleurs, la costumière, c'était une japonaise qui, je sais plus son nom, qui a fait des costumes d'opéra, qui est morte, qui est décédée aujourd'hui, mais qui a fait des costumes d'opéra. Et là, pareil, ce qui est très très beau dans le Dracula de Coppola, c'est qu'il réinvente le 19e siècle, quoi. C'est un 19e siècle totalement délirant, pas du tout réaliste, et l'esthétique du film est onirique. Non, je trouve ça très beau. Le personnage de cinéma auquel vous vous identifiez le plus? C'est M le maudit de Fritz Lang avec Peter Lorre, qui est magnifique. Il n'y a pas de musique dans ce film, sauf la chanson qu'il fredonne. Et c'est un exemple, enfin, c'est Fritz Lang quand même. Et l'interprétation de Peter Lorre est magnifique. Et surtout, c'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire qu'on a envie de le prendre dans ses bras, alors que c'est quelqu'un de dangereux. C'est ça qui est beau. Ce film qui, en le voyant, vous vous êtes dit, ça, j'aurais aimé avoir eu l'idée. J'aurais aimé l'avoir réalisé. Une sorte de film parfait. C'est un film de Wes Anderson qui s'appelle Grand Budapest Hotel. Ça, je trouve ça formidable. Alors là, je peux le regarder des heures et des heures. Je comprends pas tout, hein. Je sais pas comment il fait. Il y a des choses qui me troublent, etc. Mais j'aime beaucoup l'artifice du film, le fait que tout soit en décor, le jeu des acteurs très très face caméra. Oui, c'est vraiment. Oui, Wes Anderson, dont on dit beaucoup toujours, l'histoire m'intéresse pas, on y va que pour le visuel. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous concentrez Non, plus parce que l'histoire, elle est troublante, cette histoire de Grand Budapest Hotel, justement, dans ce film-là. Non, l'histoire, c'est pas rien. Donc, on est captivé par l'histoire, on veut savoir comment ça se passe. Donc, on veut savoir la fin. Donc, non, je pense que c'est pas qu'esthétique. Mais c'est vrai que ces histoires sont toujours très, très étranges. Et enfin, le film ambitieux que vous souhaitez monter. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout de ce projet-là, vous en êtes sûr? Non, mais j'ai une Vous autre ferez idée. un film, on vous verra au cinéma. On a envie de vous voir réaliser un film. J'aimerais bien. J'ai une autre idée. D'après une pièce. C'est une adaptation d'une pièce au théâtre. On l'espère. Un film fantastique. Ah, bah dites-nous, hein. Ah, mais je dis pas ce que c'est. Voilà, Je vais c'est là que piquer ça se l'idée. fait. Non, c'est une pièce méconnue d'un auteur de théâtre très très connu. Et c'est un film fantastique. C'est un film. C'est un vieux professeur de grec qui est visité par le spectre de lui jeune. Enfin, c'est magnifique. À vous donner beaucoup de pistes. Bah, on espère vraiment vous voir sur grand écran. Et puis pour terminer ce podcast, comme toujours, je vais terminer avec une citation. Dans Casanova, Henriette dit « J'ai peur de mon bonheur ». Vous avez dit ne pas aimer le bonheur, mais plutôt la joie. Et puis Fellini, lui, c'est « Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, mais il n'y a que la passion infinie de la vie ». Merci Michel Faux, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis sur toutes les plateformes, on vous l'a dit. À bientôt dans Biopic et d'ici là, mangez des films. Et merci, hein. Ah non, Ça a été? Ouais, j'espère que j'étais pas trop chiant. Bah non, moi j'espère que j'ai pas posé des questions trop bêtes.